Les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le sida salués par le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Dans l'entretien avec le chef de l'État, Michel Sidibé a félicité le gouvernement pour les avancées enregistrées dans le combat pour l'éradication du sida. Nous sommes aujourd'hui 14 février, jour spécial pour les amoureux. C'est la Saint-Valentin, occasion donc pour les amoureux d'exprimer leur flamme, leur passion à leur partenaire. La Saint-Valentin, nous en parlerons largement dans ce 20h. Le 6e congrès scientifique du groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité vient de se tenir à Grand Bassam. 14 pays membres et associés étaient présents pour échanger sur l'infertilité dans le couple en Afrique. Washington a frappé à la tête. Le vice-président du Venezuela est accusé de trafic de drogue par l'administration américaine. Il est interdit d'entrer sur le territoire des États-Unis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder le journal de RTI1. Les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le sida ont été salués par le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Michel Sidibé était au palais présidentiel ce matin où il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Dans l'entretien donc avec le chef de l'État, il a félicité le gouvernement pour les avancées enregistrées dans le combat pour l'éradication du sida. On en sait plus avec Mahama Traoré et Awa Touré. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, est à Abidjan en qualité d'invité spécial de la 7e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida. Et comme les précédentes fois, c'est toujours un plaisir renouvelé pour Michel Sidibé d'être en Côte d'Ivoire, un pays qu'il affectionne particulièrement pour les efforts inlassables menés par ses autorités dans le cadre de la lutte contre le sida. Des efforts qui n'auraient été possibles sans l'engagement constant du président de la République, Alassane Ouattara. C'est toujours un honneur, un privilège pour moi de rencontrer le président de la République. C'est un homme de vision, c'est un homme qui porte au moins les objectifs de ce continent très haut. Particulièrement son combat pour le social, pour les plus démunis, me réconforte. Lorsque le président décide d'augmenter de 400% le budget de la lutte contre le sida, c'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Et lorsqu'il décide de le faire en pensant aux personnes qui sont laissées pour compte, les personnes qui n'ont pas accès au traitement aujourd'hui, cela me réconforte. En plus de cela, ce qui était intéressant, c'est que le président tient vraiment à ce qui est une transparence, que chaque dollar investi, chaque franc CFA investi puisse rapporter le maximum de retour sur investissement, en faisant en sorte qu'il y ait une plus grande obligation de rendre compte, une plus grande obligation de résultats et faire de cet investissement un investissement qui va permettre la pérennisation des acquis dans le futur. Nous avons parlé bien sûr aussi de la question de la production médicale. On n'a qu'une personne sur 4 qui se trouve être sous traitement aujourd'hui. Et on sait très bien que si l'Afrique ne commence pas à produire son propre médicament, il sera très difficile sur le long terme de garantir l'accès universel pour la plupart des populations qui sont démunies. Rappelons que le budget alloué à la lutte contre le sida est de 21,2 milliards de francs CFA pour 2017 contre 4,2 milliards en 2016. Une preuve de plus de l'engagement du président Alassane Ouattara à maîtriser la progression de la pandémie du sida en 2020 et à l'éradiquer en 2030 de la Côte d'Ivoire, comme projeté par l'ONU-SIDA. Un autre partenaire de la Côte d'Ivoire, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, affiche sa volonté d'accompagner le financement du plan national de développement et de soutenir le marché des capitaux. Une délégation de la SFI en mission en Côte d'Ivoire a donc échangé hier sur le sujet avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une rencontre suivie pour vous par Gabriel Zani.
Guim Donwa, le vice-président de la trésorerie de la Société financière internationale, chez Amadougon Koulibaly, le Premier ministre, l'appui au plan national de développement, le soutien au marché des capitaux ont été évoqués. Une rencontre efficace, selon les mots du chef de la délégation de la SFI. Le but de cette rencontre, c'était d'abord pour réitérer au gouvernement le support inconditionnel de la SFI au financement du PND, mais aussi pour apporter notre soutien au développement des marchés de capitaux. Parce que sans un marché de capitaux très développé, on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté et à développer une économie. Donc nous avons eu une rencontre assez efficace avec le Premier ministre qui nous a d'ailleurs donné son accord aussi, son support, pour nous aider à soutenir notre action en vue de développer le marché des capitaux, ce pour pouvoir financer des projets, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans l'agro-industrie, que ce soit en support des PME. C'est seulement lorsqu'on a un marché de capitaux très développé qu'on pourra soutenir le développement d'une économie telle que celle de la Côte d'Ivoire. La Société financière internationale a déjà émis des capitaux dans presque tous les marchés du monde. Le groupe veut réitérer cette expérience en émettant aussi des capitaux en francs CFA dans la zone UEMOA. Nous partons pour Daloa où la Cour d'appel vient d'effectuer sa rentrée judiciaire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambile, y était. L'institution judiciaire à Daloa lui a fait le point de ses activités. De nouveaux magistrats ont été présentés à cette cérémonie. Rendre une justice de qualité dans un délai raisonnable et faire en sorte que la justice ivoirienne soit crédible et rassurante. Telle est la mission que s'assigne Dafo Nyaba, nouveau procureur général de la Cour d'appel de Daloa. Je vais réunir ceux avec qui je travaillerai désormais pour voir pourquoi les Ivoiriens ne font pas confiance à la justice. Pourquoi, lorsque un Ivoirien est convoqué devant un palais de justice, son premier réflexe n'est pas de s'y rendre, mais de chercher si dans ces relations il y a un magistrat qui peut le défendre. J'avoue que ce n'est pas normal. À l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel de Daloa, le premier président de l'institution judiciaire Kwame Augustin a rendu un hommage appuyé au corps judiciaire après avoir rappelé le contexte difficile de travail des juges des tribunaux correctionnels. Présent à cette cérémonie, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambile, a dit sa volonté de rendre la justice ivoirienne beaucoup plus crédible. Nous sommes à la recherche aujourd'hui d'une justice qui est proche des concitoyens, une justice qui est à l'écoute du peuple, et une justice qui est rapide, crédible et surtout qui rassure. Ceci est très important. Au cours de cette cérémonie, de nouveaux chefs de cour ont été installés, suivis de la prestation de serment de 8 nouveaux magistrats pour renforcer l'effectif présent. Accusés par la justice d'avoir divulgué de fausses informations, ces journalistes ivoiriens de la presse écrite recouvrent la liberté. Ils ont été interpellés dimanche dernier. Les 6 journalistes, dont des directeurs de publication, rédacteurs en chef et un correspondant, ont été libérés donc aujourd'hui après avoir été entendus par un juge d'instruction. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 février et sachez que c'est le jour de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Occasion donc pour les amoureux d'exprimer leur flamme, leur passion à leur partenaire. Et pour cette fête de Saint-Valentin, la rédaction de RTI a décidé de vous conduire au village. Que pensent les populations paysannes de cette fête? Comment est-elle perçue et vécu au village? Élément de réponse avec notre reporter Ngana Konate qui s'est rendu dans un village de la commune de Daloa. Nous, on ne connaît pas Saint-Valentin. Ah, ça m'a Saint-Valentin dit. Sapia, l'un des villages les plus connus et célèbres de la commune de Daloa. Le 14 février, fête des amoureux, nous y avons fait un tour pour voir ce que pensent les populations de la Saint-Valentin. J'attends parler, mais je ne connais pas. On dit Saint-Valentin, je ne connais pas. Au fait, la Saint-Valentin, c'est une fête pour les Blancs. Parce que nous, on est au village, on ne connaît pas la Saint-Valentin. On entend comme ça quelque chose qui s'appelle Valentin. Bon, on s'est dit que c'est un vieux blanc là-bas qui est... Mais sinon, ce n'est pas ici. Chez nous, ici, si tu dis taper, madame Kipré, monsieur, tant, voilà. La Saint-Valentin dans ce village n'est vraiment pas un rendez-vous régulier et connu de tous. Et si le 14 février est un événement incontournable pour les amoureux, à Sapia, c'est le 1er janvier. Nous, là, quand ce sont les fêtes de fin d'année, c'est là. Si nos maris ont payé un complet de pain pour nous donner, là, on a fait cheveux, là, on est à l'aise. Nous sommes au village.
Ce que nous connaissons ici, c'est la fête de l'an, le premier jour de l'an, c'est-à-dire le 1er janvier. Mais comment célèbre-t-on l'amour en conjoint quand on ignore le 14 février, jour de la Saint-Valentin? À cette question, Madame Baïjeanne répond. Mon mari, c'est dans la maison, je lui prouve que je l'aime. Sinon, en dehors de la maison, il ne sait pas si je l'aime vraiment. C'est dans la maison. Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Mais dans ce village, la célébration de la fête des amoureux ne fait pas partie des habitudes des populations. Je vous pose à vous cette question. Comment vous voyez-vous cette fête de l'amour? Si vous êtes tenté d'offrir à votre partenaire un joli bouquet de fleurs, sachez que les fleurs ont un langage. Chaque fleur a une signification. Il ne faut donc pas se tromper au moment de faire son choix. Le langage des fleurs, c'est avec Sita Soro. Vous l'aimez, il vous aime et vous voudriez que chacun de vos gestes soit une preuve de cet amour. Alors, pourquoi ne pas faire passer le doux message de votre cœur par un magnifique bouquet de fleurs? Le couple Soro l'a bien compris. Chaque fois que Théophile Soro veut reconquérir le cœur de sa dulcinée, il a recours à de belles roses. Une tradition que celle-ci lui a inculquée il y a quelques années. C'est mon épouse qui m'a donné le goût des fleurs. Et on avait eu des petites dissensions. Et elle est venue, elle m'a offert une rose blanche qui est là, et sans dire un mot. Depuis ce jour, j'ai réfléchi et je me suis dit que les fleurs transmettent ou traduisent beaucoup d'émotions et un véritable message. Pour la Saint-Valentin, il a décidé une fois de plus de surprendre son épouse, cette fois avec des roses rouges. J'ai choisi ce bouquet qui est plein de roses pures qui traduit évidemment le message véhiculé à la Saint-Valentin. Pour traduire leur amour à celui ou celle qu'ils aiment, nombreuses sont ces personnes qui en appellent au langage des fleurs, surtout en cette période de célébration de l'amour. Ainsi, quel que soit le prix, comme ce bouquet qui coûte 28 000 francs, et à l'instar des autres cadeaux, les fleurs se vendent comme de petits pains. Une bonne affaire pour cette fleuriste. Pendant Saint-Valentin, le rouge sort beaucoup. Le rouge, c'est l'amour. Tout le monde aime ça. Si nous, on fait nos compos ici, à partir de 20 000, 25 000, jusqu'à 50 000, ceux qui viennent acheter en détail, on vend la tise à 1000 francs. Cependant, le langage des fleurs ne se limite pas qu'au message amoureux. De nombreuses fleurs expriment aussi des états d'âme ou permettent de transmettre un reproche, un remerciement, une marque d'amitié, l'annonce d'une nouvelle heureuse, de célébrer le souvenir d'un être disparu ou encore apporter de la joie ou de l'espoir. Les roses sont utilisées selon les couleurs. Par exemple, la couleur rouge, c'est l'amour. L'amour, pourquoi? Parce que le cœur est rouge. Maintenant, la rose blanche, par exemple, nous sommes en palabre. Je ne peux pas aller directement vers vous, vous demander pardon, parce que j'ai honte, je suis orgueilleux. Donc je vous offre la rose blanche pour vous dire, je m'excuse, je vous demande pardon. Nous avons la rose rose. La rose rose, par exemple, quand vous mettez un enfant au monde, on dit c'est une fille. La fille, on dit, bon, c'est la couleur rose. La couleur rose, c'est l'amitié qu'on a pour une femme. Donc je commence d'abord par la rose rose pour vous rapprocher de moi. Ou la rose saumon, la rose orange qui va sur le même thème. Et après ça, maintenant, je vous avance une rose rouge pour vous demander l'amour. On a le violet, le bleu qui fait l'amitié entre hommes, une femme et un homme. La femme offre ça à un homme. Les fleurs servent également à donner un avertissement à celui qu'on aime. La rose jaune, c'est la trahison. Quand vous vivez avec une femme ou bien un homme, quand vous sentez que votre homme vous trompe, on n'a pas besoin de l'exprimer. On lui offre une rose jaune pour lui dire un carton jaune, de se méfier. Et une fois vous avez la rose jaune, vous avez un peu peur. Vous dites, mais qu'est-ce que ma femme a soupçonné? Qu'est-ce que mon homme a soupçonné? Et à partir de là, vous commencez à vous ranger. Même si la Saint-Valentin appelle la plupart du temps à offrir des fleurs, la tendance désormais consiste à accompagner ces fleurs d'un petit cadeau gourmand, romantique, voire coquin.
Voilà un couple exemplaire. Gérald et Clémentine comptabilisent 30 années de vie amoureuse. Notre reporter Patricia Omouetia est allée à leur rencontre et vous allez le voir dans l'élément qui va suivre. Ils s'aiment comme au premier jour. Mais quel est leur secret? Ils partagent avec vous leur expérience. Je l'ai trouvé chez un frère couturier. Ce jour-là, c'était seul qui était là à 18h30. Et puis je lui ai dit que je vais te marier, comme ça, crûment. Géraldo était un jeune enseignant de 30 ans quand il a rencontré Clémentine en février 1984. En décembre 1986, ils se sont mariés. Aujourd'hui, après 30 ans de mariage, ils ne se quittent plus. Trop d'études n'aboutit à rien. Passer un petit temps quand même à découvrir la femme. Elle m'a dit qu'elle boit du Fanta. Et puis après, j'ai vu progressivement qu'elle prend un verre de vin. J'ai dit, ne se fâche pas pour ça. C'est toi qui m'as habitué là. Trop d'études, vous risquez de ne pas vous marier. Ils viennent de fêter leur anniversaire de mariage, symbole de leur longévité conjugale et amoureuse. Nous sommes ensemble depuis 33 ans. Nous l'avions fêté grandement avec les frères et les sœurs du quartier. On a rencontré pas mal de problèmes et donc elle a pardonné. Puis la vie a continué. Le secret de cette longévité amoureuse, la patience, le pardon, l'amour, la communication et surtout la foi. Dieu aime qu'on se marie, qu'on s'unit, qu'on se mette ensemble. Qu'il prie que la prière soit la base de leur union. Des années de vie commune qui n'ont rien changé. Avec 4 enfants, le couple exhorte. Ce que nous pouvons demander aux jeunes, c'est beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, mais qu'il y ait dans la vie de couple la communication. Nos filles ne s'habillent pas bien. L'homme cherche à découvrir. Mais on te voit déjà nu. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est difficile parce que le corps de la femme, c'est le temple de Dieu. L'amour unique, c'était pour eux un idéal. Ils se sont rendus compte qu'il s'agissait également d'un grand privilège, celui d'avoir pu rencontrer tout de suite l'homme ou la femme de sa vie. Et en tant qu'amoureux, une vie de couple réussie. Avis donc à tous les amoureux, bonne fête de la Saint-Valentin. On en arrive au 3e titre de cette édition. Le 6e congrès scientifique du groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité vient de se tenir à Grand-Bassam. 14 pays membres et associés étaient présents pour échanger sur l'infertilité dans le couple en Afrique. La stérilité est une affaire de couple. Mais avant de parler de stérilité, on parle d'infertilité du couple dans laquelle l'homme et la femme sont concernés. C'est toujours la femme qui est stigmatisée quand le couple est infertile. Mais nous faisons également aussi dans le partage des connaissances, des partenariats nord-sud, sud-sud, pour limiter le tourisme des couples qui veulent faire des enfants, pour que ce couple puisse être traité efficacement en Afrique. 80 millions de couples dans le monde. En Afrique, 15 à 30% de couples concernés. Selon l'OMS, en Afrique, l'incidence des facteurs tubaires est plus élevée. Des raisons qui ont motivé le GRAF, le groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité, à créer ce cadre d'échange et de réflexion. L'homme est aussi concerné que la femme. S'il a un problème d'infertilité, ce n'est pas un problème de sexualité, ce n'est pas un problème de virilité, c'est un problème qui peut être génétique ou infectieux, auquel on peut trouver un traitement. On sait que chez les femmes les plus âgées, les ovocytes ont des mitochondries altérées. Donc le débouché potentiel en infertilité, c'est certainement de voir si on peut appliquer ces techniques à l'ovocyte de la femme âgée. En Afrique, pour l'instant, et en Europe, rien n'est fait vraiment. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle technique qu'il faudra développer. Pour les chercheurs, il serait pertinent de prévoir l'évolution de la demande en termes de procréation médicalement assistée. Seul 1% des 5 millions d'enfants nés par fécondation in vitro sont africains. Reportage réalisé pour vous par Patricia Omouetia. Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, vient au secours des enfants malades du rein. Ce club vient de remettre un chèque de plus de 50 millions de francs CFA à l'unité de néphrologie du CHU de Yopougon. C'est un reportage de Malika Koulibaly. C'est un peu plus de 50 millions de francs CFA mobilisés par le club des hommes d'affaires musulmans en faveur des enfants malades du rein.
Un geste de solidarité et de générosité qui permettra à la prise en charge des enfants malades du rein. Cette journée est dédiée à la matérialisation d'une promesse faite il y a quelques semaines, à savoir apporter notre contribution à cette unité de soins. Nous œuvrons pour ce faire dans le volet social ainsi que dans d'autres domaines à aider notre communauté, mais aussi la société tout entière dans le respect de l'éthique musulmane. Le chèque remis symboliquement par le commandant de la gendarmerie à la retraite, Ladji Karamoko, président fondateur du Chamsi, est apprécié par les responsables de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Nos besoins sont grands, mais je pense que tout doucement avec ce genre de dons-là, on pourra combler le déficit. Nous avons des besoins matériels, disons des consommables pour la dialyse péritonéale, également pour l'hémodialyse. Également, nous avons beaucoup de cas sociaux. Et donc, ces dons-là vont venir vraiment aider les parents à soutenir leurs enfants dans ces maladies chroniques-là. Inaugurée en 2008, l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon est le seul service en Côte d'Ivoire, voire dans la sous-région prenant en charge les maladies rénales de l'enfant. Nous prenons la direction de la primature où des accords de financement de projets ont été signés. Le gouvernement ambitionne d'augmenter le taux de transformation des produits agricoles et de développer les chaînes de valeur des produits dans les régions de l'Indénié du Hablin. Le reportage de Francis Boifo. Amorcer l'industrialisation de la région du Bélier à partir de l'agriculture, développer les chaînes de valeur des produits vivriers dans la région de l'Indénié du Hablin et encourager les jeunes à créer 200 entreprises agricoles. Voilà qui a conduit à cette signature d'accords de financement, 5 au total, entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD pour un montant de plus de 80 milliards de francs CFA. Le projet Agropole du Bélier démarre en mars prochain. Il s'agit de relancer l'agriculture autour des chaînes de valeur porteuses, riz, maïs, manioc et légumes, en privilégiant l'approche intégrée afin de solutionner un bon nombre d'entraves au développement du secteur agricole et agro-industriel. Le projet permettra de doter la région du Bélier d'infrastructures clés pour le développement des activités agricoles et agro-industrielles, notamment les aménagements hydro-agricoles, les pistes rurales, les ouvrages de stockage, tout en assurant de meilleures conditions de vie aux populations concernées en énergie, eau potable, cantines scolaires, structures sanitaires. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, la mise en œuvre des projets de pôles agro-industriels et le développement des chaînes de valeur des produits vivriers visent des objectifs spécifiques. Ce projet permettra ainsi d'accroître le taux de transformation actuel des produits agricoles de 51% à environ 85% et générera l'équivalent d'environ 19 000 emplois permanents. La deuxième génération des projets PNIA mettra l'accent sur la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Il s'agira d'adresser de façon spécifique et intégrée les questions de production, avec maîtrise totale de l'eau, de la mécanisation agricole, de la formation professionnelle, de la commercialisation des produits agricoles sur place. Amadou Gon Coulibaly invite les bénéficiaires à s'impliquer dans la réalisation des projets. On passe maintenant au bilan dressé par le ministère des Eaux et Forêts. L'année dernière, les feux de brousse ont causé d'énormes pertes économiques à la Côte d'Ivoire. Les feux de brousse ont tué de nombreuses personnes et détruit de nombreuses cases. C'est une véritable menace contre la forêt et la vie des populations. Les feux de brousse continuent d'étendre leur voile de détresse. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les dégâts demeurent impressionnants. Les feux de brousse constituent l'un des facteurs de la disparition de la forêt en Côte d'Ivoire. Chaque année, des dizaines de milliers d'hectares de forêt et de cultures agricoles partent en fumée. Des villages entiers brûlent sous les feux et de nombreuses pertes en vie humaine sont enregistrées. En 2016, ce sont précisément près de 11 000 hectares de forêt partis en fumée. 15 000 hectares de culture de rente ravagés par les flammes, 10 villages, 200 cases et 17 décès. Vaincre les feux de brousse, une priorité pour les autorités. L'appel à la prévention s'accentue.
Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, dès que c'est sec, on a la tendance naturelle de vouloir brûler. Et puis bon, tout ce qui vient comme action d'imprudence, les mégots qui sont jetés sans avoir été éteints, les feux de cuisson aux champs qui ont été abandonnés sans aucune mesure préventive. À cette situation, le comité a élaboré une matrice d'action comprenant donc différentes actions qui devaient contribuer donc à sensibiliser les populations, à les éduquer et à leur donner des conseils pour éviter tout départ de feu. Adopter des gestes simples pour éviter des cas de sinistres. La campagne 2017 de sensibilisation démarre le 18 février, date de la journée nationale de lutte contre les feux de brousse à Sifié, dans le département de Séguéla, région du Ourodougou, au nord-ouest du pays. Elle se poursuivra dans d'autres localités sensibles en vue d'appeler les populations à changer de comportement. Reportage réalisé par Konaté Moussa. Ailleurs, en RD Congo, la RD Congo a été de nouveau secouée par des affrontements meurtriers. Une dizaine de présumés miliciens ont encore été tués hier à Simboulou, ce qui porte le bilan à une centaine de morts suite aux violences de jeudi dernier, des violences provoquées suite à l'incursion de miliciens se revendiquant d'un chef traditionnel. Ces miliciens cherchaient, je rappelle, à venger leur chef tué en août dernier par les forces de l'ordre. À Simboulou, les populations gagnées par la psychose restent terrées chez elles. Aux États-Unis d'Amérique, Michael Flynn, conseiller en sécurité de Donald Trump, a démissionné. Il est accusé d'avoir évoqué par téléphone les sanctions américaines contre Moscou avec l'ambassadeur russe aux États-Unis. L'ancien général était aussi accusé d'avoir trompé le vice-président américain. Il avait évoqué les sanctions visant Moscou avec des diplomates russes alors qu'il n'avait pas encore de fonction officielle. Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, mis en cause pour des contacts inappropriés avec la Russie alors que le président Obama était encore en fonction, a démissionné lundi soir. Dans sa lettre de démission, il a reconnu avoir par inadvertance trompé le vice-président élu Mike Pence en lui fournissant des informations incomplètes sur des discussions téléphoniques avec un diplomate russe. Moins d'un mois après sa prise de fonction, le président américain doit remplacer un membre central de son équipe. La démission de Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, fait réagir Moscou. C'est une affaire intérieure aux États-Unis, ce ne sont pas nos affaires. Indique mardi le porte-parole du Kremlin. Pour les présidents des commissions des affaires étrangères à la Douma et au Sénat, ce sont les relations entre les États-Unis et la Russie qui sont visées. Et la démission de Flynn pourrait être l'événement déclencheur de nouvelles investigations, selon certaines sources. Washington a frappé à la tête. Le vice-président du Venezuela est accusé de trafic de drogue par l'administration américaine. Le numéro 2 vénézuélien a été inscrit sur la liste noire des individus soupçonnés donc de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Il est interdit d'entrer sur le territoire américain. Ses avoirs aux États-Unis ont été gelés. On retrouve Sidonie Davila. Accusé de trafic de drogue, les États-Unis ont infligé des sanctions financières ce mardi au vice-président du Venezuela. Ces sanctions sont l'aboutissement de plusieurs années d'enquête visant d'importants trafiquants de drogue aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que Washington cible de cette manière des proches du pouvoir vénézuélien. En novembre dernier, un tribunal fédéral de New York avait déclaré coupable de trafic de drogue deux neveux de la première dame. Ils seront jugés le 7 mars prochain, chacun risquant un minimum de 10 ans d'emprisonnement pour avoir essayé d'importer quelques 800 kg de cocaïne aux États-Unis. Cette fois, c'est le potentiel successeur de Maduro qui est visé. À 42 ans, le vice-président du Venezuela est l'un des dirigeants les plus influents du Parti socialiste unifié du Venezuela au pouvoir depuis 1999. Il a été nommé en janvier à la vice-présidence du pays. Et ces sanctions contre le numéro 2 du Venezuela pourraient envenimer les relations entre Washington et Caracas, déjà tendues depuis l'arrivée au pouvoir du défunt président Hugo Chavez. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le monde des médias vient de perdre une grande figure comme l'artiste Joël C., l'ex-animateur vedette de la RTI, a choisi cette date du 14 février, jour consacré à l'amour pour quitter le monde des vivants. Kader Ndao
est décédé aujourd'hui à Abidjan. L'homme qui aidait au développement d'une radio est décédé des suites d'une courte maladie. C'est un récit de Issa Chonayeo. RFK en vedette, on retiendra des productions de l'homme Superstar Station, Nangele. Cette voix et cette silhouette, les Ivoiriens ne l'entendront plus et ne la reverront plus. L'animateur journaliste Kader Ndao s'en est allé. Il est décédé dans une clinique de la place après avoir piqué une crise au cours d'une réunion de la structure dans laquelle il travaillait. Kader Ndao a commencé à la RTI au début des années 1980 en tant qu'assistant dans l'émission 2 millions de jeunes à Radio Côte d'Ivoire avec Jacques Billet. Quelques années plus tard, il anime seul l'émission avant de gagner en notoriété à Fréquence 2. Animateur émérite, il est coopté pour Podium. Il s'envolera par la suite aux États-Unis où il vivait depuis une quinzaine d'années. Sa disparition est durement ressentie par ses anciens collègues. De cet homme, je retiens que c'est une valeur qui quitte le monde des vivants. Ce garçon qui a prouvé qu'il avait envie de travailler, qu'il avait la radio dans le sang, a commencé et de progrès en progrès, et il s'est fait remarquer. Ensuite, il s'est retrouvé à la télévision. Un animateur hors pair, un professionnel. Kader, c'était le monsieur qui préparait la moindre de ses interventions, qui vous donnait des conseils, qui vous incitait à travailler, mais il n'y avait pas de petites émissions avec lui. Kader était en train d'écrire un livre, mais malheureusement, je pense qu'il n'a pas fini. Et que vraiment, c'est une tristesse d'apprendre brusquement sa disparition. Le décès de Kader Ndao laisse un grand vide dans le monde des médias ivoiriens. Et comme un artiste ne meurt jamais, ses œuvres continueront de faire parler de lui. Ne décrochez pas. Tout à l'heure après ce journal à 20h50, vous suivrez l'émission spéciale Entretien avec Mme Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'émission sera consacrée au réaménagement du calendrier scolaire. Rendez-vous donc à 20h50 en direct sur RTI 1, émission animée par Victoria Angwa. Merci de votre aimable attention.